Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, la une de l'actualité de ce 19h. Mali, le Sénégal, membre influent de la CEDEAO, accueille favorablement la proposition de médiation d'Alger entre Bamako et l'organisation ouest-africaine. Libye, le Parlement adopte à l'unanimité une nouvelle feuille de route de sortie de crise. En raison d'un boycott au Parlement, report de la présidentielle en Irak. Crise russo-ukrainienne, le président français Emmanuel Macron à Moscou, mission tentative de médiation. Nous entamons cette édition par le dossier malien. Le Sénégal, membre influent de la CEDEAO, accepte de peser de tout son poids pour répondre favorablement à la proposition de médiation de l'Algérie entre Bamako et l'organisation ouest-africaine. C'est en tout cas ce qui ressort de la déclaration en exclusivité à Al24 News de l'ambassadeur sénégalais en Algérie, Serine Ndiaye. Je vous propose de l'écouter. Oui, nous pensons que c'est une excellente initiative. Déjà, ça a été endossé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président Macky Sall lui-même a évoqué cette question lors de l'audience qu'il a accordée à son Excellence Michel Lamambra. Je pense que ça entre dans la tradition africaine. Et l'Algérie a toujours joué ce rôle de leadership, de médiation dans les conflits africains. Et on espère que l'implication de l'Algérie va faire arrondir les angles et faire en sorte qu'on retrouve la paix dans notre région. Donc c'est une initiative qu'on salue encore une fois et que le président Macky Sall encourage compte tenu du leadership de l'Algérie. Une déclaration exclusive, rappelons-le, accordée à notre reporter Sofiane Barodi. La médiation algérienne entre Bamako et la CEDEAO a été évoquée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, en marge du 35e sommet de l'Union africaine. La question a fait l'objet de consultations. Sofiane Barodi. Plusieurs dossiers de grande importance ont jalonné les travaux de l'organisation panafricaine. La crise en Afrique de l'Ouest était au centre des préoccupations, surtout que le président sénégalais Macky Sall a pris la tête de l'Union africaine. L'Algérie, fidèle à ses traditions, a proposé par la voix de son chef de la diplomatie une médiation entre le gouvernement de transition de Bamako et la CEDEAO autour du chronogramme des élections et des modalités d'entente dans ce grand pays africain. Dans cette même décision qui entérine les sanctions imposées par la CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité indique que tant que les efforts algériens seraient en cours, il y aurait une sorte d'effet suspensif sur l'application des sanctions. Néanmoins, depuis que l'Algérie a fait ses propositions et que le Conseil de paix et de sécurité les a entérinées, nous attendons toujours que le gouvernement malien et les instances compétentes dirigeantes de la CEDEAO nous disent leur disponibilité à participer à un dialogue fraternel que l'Algérie est disposée à organiser. Le représentant du président de la République a mis en exergue la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes du continent, à travers les mécanismes du Conseil de paix et de sécurité. Les principaux pays d'Afrique de l'Ouest ont accueilli l'initiative algérienne en affichant beaucoup de confiance dans le rôle que joue ce pays central dans l'histoire du continent. Au Mali, toujours après le retrait des forces danoises, l'Allemagne songe à son tour à un éventuel retrait. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, s'est dite très sceptique quant au maintien de ses troupes au Mali, dans un contexte de tensions croissantes entre le pays de l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires étrangers. La population malienne qui soutient l'autorité de transition ne souhaite plus l'ingérence étrangère sur son sol. Safwan Ben Sapri. Nouveau virage au Mali, l'Allemagne émet des doutes quant à sa présence militaire dans le pays. L'Allemagne dispose d'une force militaire composée de 1500 soldats dans le cadre du maintien de la paix. Cependant, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, s'est déclarée très sceptique quant au maintien des troupes allemandes sur le territoire malien. La ministre a déclaré avoir l'impression que l'Allemagne n'est plus la bienvenue au Mali. Elle estime que les interventions sur le terrain seraient de plus en plus difficiles, étant donné les tensions entre la France et le Mali qui ne cessent de grandir au fil des semaines. Dans la même optique, le retrait des forces Barkhane semble de plus en plus d'actualité,
l'Élysée envisagerait cette possibilité. La difficulté d'obtenir des résultats concluants, la tension qui caractérise les relations entre Paris et Bamako et l'expulsion de l'ambassadeur français rendent difficile le maintien de l'opération Barkhane dans le pays. À cela s'ajoute une pression populaire grandissante à Bamako et à travers le territoire malien qui s'oppose frontalement à toute ingérence étrangère, militaire ou politique au Mali. Les manifestations expriment chaque semaine une volonté de soutien aux autorités de transition et une opposition aux intervenants étrangers. Nouvelle journée de manifestation au Soudan et nouvelle tension entre policiers et manifestants. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur la foule venue nombreuse qui se dirigeait vers le palais présidentiel. Les manifestants réclament toujours l'instauration d'un gouvernement civil. Ils demandent également justice pour les 79 Soudanais tués depuis le début des manifestations suite au coup de force des militaires, à leur tête le général Al-Burhan, le 25 octobre dernier. احنا طلعنا الليلة لمواصلة الحراك ضد الانقلاب العسكري هنواصل فيه والمطالب واضحة بتاعت الشارع اللي هي شنو طلع بها اللي هي لا تفاوض لا شرعية وحنواصل إلى أن تتحقق وإسقاط هذا النظام. احنا هسه دايرين نكمل ما بديناه في ديسمبر ونسقط اللجنة الأمنية للبشير، دايرين نغير تغيير جذري بيحقق كل مغرضات الثورة السودانية في حرية سلام وعدالة. Après le report des élections présidentielles et législatives prévues initialement le 24 décembre et le 24 janvier dernier, les députés libyens ont voté à l'unanimité une nouvelle feuille de route, marquant ainsi une nouvelle étape pour la sortie de la crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs années déjà. Tinine Makassi. Les députés libyens viennent de voter à l'unanimité pour une nouvelle feuille de route en faveur d'une éventuelle sortie de crise pacifique. Réunis au sein même du Parlement de Tobruk, le 7 et 8 février, les représentants du peuple libyen ont affirmé avoir tracé une nouvelle étape dans le virage démocratique que tente de franchir le pays. À l'issue de cette rencontre, l'Assemblée a ainsi décidé d'un amendement constitutionnel et de l'organisation d'une nouvelle échéance électorale dans un délai ne dépassant pas les 14 mois après l'amendement de la Constitution. L'Assemblée a en outre examiné les candidatures de 5 prétendants au poste de Premier ministre et on a retenu 2, Fethi El-Bachara et Khaled El-Bibas, 2 ex-candidats à la présidentielle du 24 décembre dernier. Cela dit, c'est la haute chambre qui tranchera entre les 2 postulants le 10 février du mois en cours. En dépit de ce consensus affiché par l'Assemblée et la Chambre haute, le consensus politique libyen, quant à lui, semble encore une question taboue. Ainsi, Khaled El-Meshri, président du Haut Conseil d'État, et l'actuel Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et d'autres voix s'élèvent depuis plusieurs semaines pour le maintien du statu quo autour de l'actuel gouvernement. La conférence constituante algérienne de la dignité africaine salue dans un communiqué rendu public dimanche la mise en échec du plan visant l'adhésion de l'entité sioniste à l'Union africaine, insistant sur la victoire de la diplomatie algérienne. La conférence a également salué le rôle du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans l'unification de la décision africaine. Une décision graduelle avant un retrait définitif selon Mohamed Berkouk, analyste politique, spécialiste des questions géopolitiques, invité hier soir sur Al24 News dans une émission spéciale. Je vous propose d'en écouter un extrait. Du moment que le sommet a installé une commission, le président actuel de l'Union africaine a le droit d'organiser une réunion. Cette commission devra présenter un rapport détaillé au prochain sommet pour convenir d'une décision définitive. Je pense que cette décision se fera graduellement avant un retrait définitif. Une victoire donc pour la diplomatie algérienne, le pays étant l'un des premiers à s'opposer à cette décision qui va à l'encontre des principes fondateurs de l'organisation panafricaine. Mohamed Amin Abalkan. Depuis le 22 juillet dernier, date à laquelle le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a décidé d'octroyer le statut d'observateur à l'entité sioniste au sein de l'Union, l'Algérie et d'autres pays africains, dont l'Afrique du Sud, s'y sont farouchement opposés.
La suspension du statut de l'entité sioniste a été décidée dimanche lors du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, où il a été également convenu de créer un comité de 7 chefs d'État africains pour formuler une recommandation au sommet de l'Union qui demeure saisi de la question. En octobre dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, avait révélé que les débats au sein du Conseil exécutif de l'Union africaine ont mis en évidence une profonde division des États membres de l'Union africaine sur la question. La décision de suspendre l'admission de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine a été vivement saluée par le mouvement de résistance palestinien Hamas et par le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui ont réitéré dimanche leur appel à défendre les valeurs et les principes de l'Union africaine, rejetant l'occupation et la ségrégation raciale. Pour sa part, le mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas a salué une victoire pour les droits des Palestiniens et la cause palestinienne juste. La Ligue arabe s'est également félicitée de la décision du sommet de l'Union africaine, la qualifiant de mesure rectificative en accord avec les positions historiques de l'Union soutenant la question palestinienne. Et pour la 4e fois de son histoire, le Sénégal prend les rênes de l'Union africaine, une présidence intervenant dans un contexte difficile selon l'ambassadeur sénégalais en Algérie, Serine Ndiaye. Le Sénégal prend pour la 4e fois la présidence de l'Union africaine dans un contexte extrêmement difficile parce que l'Afrique fait face à beaucoup de défis. Le premier défi, c'est le Covid, la relance économique, mais également les défis sécuritaires. Comme on le voit en Afrique de l'Ouest, mais également dans beaucoup de régions africaines, il y a des problèmes sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme et donc au djihadisme. Donc nous avons également le défi de la jeunesse, cette jeunesse africaine qui demande à être formée, qui demande un emploi. Mais tout cela en fait doit se faire dans l'unité de l'Afrique. Je pense que le président Macky Sall va conduire ce projet avec l'ensemble de ses pairs africains et encore une fois avec la solidarité, avec la mobilisation de toute l'Afrique, y compris de la diaspora et de nos partenaires internationaux, nous arriverons à faire un bilan reluisant au terme du mandat du Sénégal. En Tunisie, fermeture du siège du Conseil supérieur de la magistrature, annonce faite par son président Youssef Bouzakher. Cette fermeture fait suite à la décision de dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, accusé de corruption par le président tunisien Kais Saïed. Le CSM, de son côté, a réagi et rejette cette décision, dénonçant une atteinte à la Constitution et aux garanties d'indépendance de la justice. Et la magistrature contre laquelle le président tunisien a pris une décision a été longtemps le domaine réservé du parti Ennahda. La levée de boucliers est une suite logique selon Rafa Tabib, géopoliticien et chercheur universitaire à Tunis. Je vous propose de l'écouter. La magistrature a été pendant très longtemps le domaine réservé du parti Ennahda et surtout de l'ancien ministre Noureddine Ebchiri qui est aux arrêts aujourd'hui. Et il y a eu des limogeages massifs au sein du corps des magistrats. Il y a eu une levée de boucliers à l'intérieur de la société tunisienne et plusieurs partis politiques, plusieurs courants, plusieurs personnalités politiques qui ont demandé à ce que le corps de la magistrature soit soumis comme tous les autres, à une purification de ces éléments surtout. Donc c'était plus une demande populaire réellement qu'une initiative de la part du président Saïd. Et c'est pour ça que le jour même où le président a déclaré le limogeage de cette instance, il y a eu des manifestations monstres à Tunis pour demander la fermeture des locaux du Conseil supérieur de la magistrature. Et la décision prise par Kais Saïed n'est pas fortuite. Le 6 février, coïncidant avec le 9e anniversaire de l'assassinat de Chokri Blaib et dont le dossier reste toujours ouvert. Rafa Tabib, géopoliticien et chercheur universitaire une nouvelle fois. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, aucunement. Justement parce que le traitement du dossier de l'assassinat
du leader politique Chokri Belaïd a été et reste encore pour les représentations politiques chez les Tunisiens une preuve tangible de la manière avec laquelle la magistrature tunisienne traite ce genre de dossier. Et surtout que c'est un dossier qui est à la croisée de plusieurs thématiques dans le pays. Le terrorisme, la corruption, le népotisme dans certains secteurs tels que celui de la magistrature. Parce que ce conseil-là, non seulement il n'a pas poussé pour que la lumière soit faite sur ce dossier et que la justice soit rendue, mais en plus, il a blanchi le premier magistrat qui était en charge de ce dossier et qui a été reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un qui a utilisé ses fonctions pour pouvoir geler des dossiers qui concernent des terroristes, pour remettre en liberté des terroristes reconnus, et surtout pour ne pas traiter ce dossier, celui de Chokri Belaïd, qui est éminemment un dossier de terrorisme et de politique, parce qu'il y a un parti politique qui est au pouvoir, à savoir Narva, dont plusieurs de ses leaders sont impliqués dans cet assassinat. Tunisie, toujours, 163 migrants irréguliers ont été sauvés au large des côtes orientales de la Tunisie. Ils se trouvaient à bord d'une embarcation en détresse au large de Sfax. Cette ville est l'un des principaux points de départ pour les migrants irréguliers qui tentent de se rendre en Europe. À Madagascar, le cyclone Batiséré a fait au moins 10 morts et 43 000 déplacés. Un bilan encore provisoire. Le cyclone continue de provoquer des inondations dans l'est et l'ouest du pays. À Mahanoro, les citoyens étaient bien préparés au passage de la tempête. Aucun dégât humain n'a été recensé dans cette région. Irak, report de l'élection du président par le Parlement après de multiples appels au boycott. Les 2/3 du Parlement n'ont pu être atteints pour élire le nouveau président irakien. Le report qui vient plomber le calendrier politique, aucune date n'a encore été fixée pour organiser un nouveau scrutin. Santé Covid-19, après une baisse significative des cas de contamination Covid-19 ces derniers jours en Algérie, une légère hausse est observée durant les dernières 24 heures. Selon le bilan du ministère de la Santé, 502 nouveaux cas positifs enregistrés, 540 guérisons et 8 décès sont également à signaler. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé avoir été testé positif au Covid-19 avec son épouse. Néanmoins, il ajoute ne pas souffrir de symptômes sévères et qu'il s'agit du variant Omicron. Il a également publié un tweet, je cite, « Nous continuons de travailler, nous allons travailler à la maison, nous attendons vos prières ». Fin de citation. La situation à Ottawa est devenue hors de contrôle. Cela fait plus d'une semaine que les opposants aux mesures sanitaires bloquent le centre de la ville. L'état d'urgence a été décrété. Naïla Hamouda. Le bruit incessant de klaxons et le centre-ville bloqué depuis des jours. À l'origine, les camionneurs protestaient contre la décision d'obliger depuis la mi-janvier les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais cette mobilisation s'est rapidement transformée en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et aussi pour certains contre le gouvernement de Justin Trudeau. Ils ont baptisé leur mouvement « Convoi de la liberté ». Mais de liberté, le maire d'Ottawa n'en veut plus. Avec la déclaration d'état d'urgence, il entend reprendre le contrôle. Une décision qui reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des habitants. Déployée en grand nombre, la police a procédé à plusieurs arrestations dimanche soir en vertu de cette situation d'état d'urgence. Elle a distribué ce week-end quelques 450 contraventions. Exaspérée par le bruit incessant et lassée de subir les insultes des protestataires, plus d'1 millier d'habitants du centre-ville réclament la démission du maire et du responsable des forces policières.
Le mouvement d'Ottawa s'est étendu ce week-end à d'autres grandes villes, comme ici, à Toronto, mais sans prendre la même ampleur. Après 2 ans de fermeture, l'Australie va rouvrir ses frontières aux touristes étrangers à partir du 21 février. Annonce faite ce lundi par le Premier ministre Scott Morrison. Il précise que cela ne concerne que les personnes entièrement vaccinées depuis mars 2020. Le pays applique des mesures strictes. Personne n'a pu quasiment arriver ou quitter l'île. Le secteur du tourisme espère enfin rebondir grâce à cette rouverture des frontières. Quelques jours après leur entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine a rencontré cet après-midi son homologue français Emmanuel Macron à Moscou. Les deux dirigeants tentent de trouver une issue à la crise ukrainienne en dépit de la tension qui règne entre les Occidentaux et la Russie. Amin Touta. Entre Moscou et Kiev, le président français Emmanuel Macron opte pour une autre tentative de médiation pour désamorcer la crise ukrainienne. À la capitale russe, les deux présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus dans l'espoir de trouver une voie diplomatique. Au moment où la tension ne s'est pas atténuée depuis le mois de décembre passé, après le regroupement russe à la frontière avec l'Ukraine. Le Kremlin a jugé très importante cette rencontre, même si une percée est improbable en vue d'une résolution de la crise. Une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes. Pour la partie russe, les garanties sécuritaires ont leur place dans ce tête-à-tête, notamment pour ce qui est du non-élargissement de l'OTAN en Europe de l'Est. Une question épineuse qui n'a pas pu être dénouée pour le moment entre les deux parties. Côté français, les accords de Minsk resteront une carte importante à maintenir, mais sur le terrain, le chemin diplomatique est semé d'obstacles de désaccords entre la Russie et les Occidentaux. Une discorde qui s'illustre à travers le déploiement quotidien de contingents militaires occidentaux en Europe de l'Est et les accusations mutuelles entre les deux parties. Et cette déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz, l'Allemagne est prête à envoyer des troupes supplémentaires dans les pays baltes. Il rencontrera Joe Biden ce lundi à Washington. Les deux hommes échangeront sur la situation ukrainienne, la présidence allemande du G7, la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais également sur le commerce international. On écoute à ce propos le chancelier fédéral d'Allemagne. On n'y va pas pour prendre un café. Il s'agit de vraie politique dans ses aspects les plus durs et les plus importants. Et cela se déroule dans une situation de crise très forte. Et je pense qu'il faut toujours être clair sur ce que vous avez dit tout à l'heure à juste titre. Il s'agit d'éviter une guerre en Europe. C'est un sujet sérieux et c'est cela que je dois aux citoyens de notre pays. J'en suis responsable pour la paix en Europe et vis-à-vis de nos alliés. Au Honduras, la présidente Xiomara Castro promulgue une loi d'amnistie une semaine après son investiture, une loi qui suscite de vives critiques des ONG puisque ce texte amnistie les fonctionnaires et responsables du gouvernement de l'ex-président Manuel Zelaya, l'époux de Xiomara Castro. Le président est actuellement confronté à une fronde au sein de son parti. Coup d'envoi ce lundi du Forum des mondes Méditerranée à Marseille. Ce rendez-vous se veut une occasion de relancer le partenariat Euromed mis en berne depuis l'apparition de la pandémie Covid-19. Le forum réunit près de 1000 participants, dont 200 de la rive sud, y compris d'Algérie, pour répondre aux défis socio-économiques du moment. Je vous propose d'écouter à ce propos Karim Amlel, ambassadeur interministériel français pour la Méditerranée, contacté par notre journaliste Kherdin Battash. L'objectif principal du Forum des mondes méditerranéens des 7 et 8 février, c'est de rassembler des acteurs de toute la Méditerranée, de tout le bassin méditerranéen, autour de thématiques positives et de thématiques fédératrices. Quelles sont ces thématiques ? C'est l'économie, question d'emploi, d'innovation, d'entrepreneuriat, c'est la culture et le patrimoine, c'est les enjeux de formation et de mobilité. Il y a un certain nombre de produits de consommation qu'on ne peut plus continuer à faire fabriquer à l'autre bout de la planète. Et il y a un enjeu de ce qu'on appelle un peu techniquement
les chaînes de valeur, la régionalisation des chaînes de valeur, qui est un enjeu dont il faut se saisir, une opportunité, je pense en particulier pour les pays de la rive sud, parce qu'il y a beaucoup d'industries, de produits qu'on ne pourra plus dans les années qui viennent et on ne voudra plus produire à l'autre bout de la planète et dont il va falloir assurer la production beaucoup plus près de chez nous. Culture, direction la République démocratique du Congo, où toute la ville de Goma a vibré pendant les 3 jours du festival de Amani, un programme riche en couleurs qui fait revivre la région. Amira Bédia. C'est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, que s'est clôturé hier le festival de Amani. Amani, un nom qui signifie paix en langue swahili. Tout au long des 3 jours de festivités, les organisateurs ont programmé des activités et des rencontres culturelles, du sport, du chant, de la danse, mais aussi de la sensibilisation environnementale en recyclant des déchets du festival. Cette 8e édition du festival Amani est sous le thème « Engage-toi, engageons-nous ». Le but ne s'arrête pas dans la valorisation des jeunes talents locaux ou dans l'invitation des internationaux, mais il est dans la conciliation de toutes les communautés à travers la culture. Donner de l'espoir à cette région de l'Est du RDC. Une manière aussi de renvoyer une image de jeunes talents engagés pour la promotion de la culture et de la paix. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zienne Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al24 News. À demain 13h.